Chers amis dans notre chaîne Gaoundé Chaste, bonsoir et bienvenue à notre programme de ce soir où nous allons vous présenter le programme usuel, habituel du Festival du Livre. Et c'est un festival qu'on a commencé il y a quelques années et c'est un programme dans lequel nous vous présentons les livres écrits sur le Rwanda. Ce soir, je suis pas seul comme d'habitude, je suis avec Jean-Jacques Bosco. Monsieur Jean-Jacques Bosco, bienvenue dans son programme. Votre voix est coupée. Donc, j'étais en silencieux. Chaste, merci Oui. beaucoup. J'ai entendu ton mot de bienvenue sur cette chaîne Gaoundé Chaste en connivence avec le mien, The Man from the Moon. Et alors, merci beaucoup. Sinon, comment vas-tu? Comment allez-vous dans l'Hexagone aujourd'hui? Bon, je vais bien, merci. Merci. J'espère que vous allez très bien aussi. Sinon, cela est mon souhait. Ce soir, comme on avait annoncé avant, on va continuer notre programme, le Festival du Livre. Et ce soir, qu'est-ce que vous nous proposez? Ah, d'accord. Donc, le menu du jour aujourd'hui, et je pense que peut-être les gens vont l'entendre en audio, et nous allons partager cet auteur en la personne de James Kwizera Gassana, et son livre s'intitule Rwanda du parti État à l'État garnison. Donc, c'est sorti chez l'Harmattan en 2002. C'est ça le menu du jour. Alors, ok, écoutons ceci. Dr James Kagasana est un consultant international, chercheur et ancien ministre rwandais suisse, possédant plus de 40 ans d'expérience dans le développement durable, la gouvernance des ressources naturelles, la résilience climatique et les processus de transition démocratique. Il a occupé les fonctions de ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de l'environnement du Rwanda de 1990 à 1992, puis de ministre de la Défense de 1992 à 1993, contribua activement aux réformes politiques, au processus de paix d'Arusha et aux négociations et a conduit au déploiement de la mission des Nations Unies, UNAMIR. Auteur et chercheur respecté sur l'histoire politique et écologique du Rwanda, Dr Gassana parle couramment l'anglais, le français, l'espagnol et le kinyarwanda, avec une connaissance pratique du portugais et du swahili. Et ces travaux influents ont contribué à une meilleure compréhension de facteurs ayant conduit au génocide rwandais de 1994. Merci à notre cher collègue qui vient de nous présenter et qui est vraiment James K. Gassana. Je crois que K veut dire Kwizera, c'est ça? Tout à fait. C'est donc Dr James Kwizera Gassana. C'est ça, donc c'est ses vrais noms et également, et je les vois sur son livre ici. Voilà, c'est ça. James Kwizera Gassana. C'est donc les vrais noms de cet auteur que nous allons tout à l'heure présenter à notre audience. Oui, merci. Au fait, un homme d'un tel calibre, il doit avoir fait beaucoup de travaux, mené beaucoup de travaux, effectué beaucoup de recherches. Mais aujourd'hui, nous allons souligner, ou bien nous allons présenter un seul travail qui est ce livre, connu comme intitulé Rwanda
du parti État à l'État garnison. Et c'est ça que nous allons présenter à nos auditeurs, nos téléspectateurs et téléspectatrices de ce soir. Alors, un avant-goût, on va voir qu'est-ce que nous allons, de quoi est-ce que nous allons parler dans ces 45 minutes qui suivent. Écoutons ceci. Rwanda, du parti État à l'État garnison. Le Rwanda et l'ensemble de la région des Grands Lacs d'Afrique continuent à souffrir des conséquences de la crise rwandaise de 1990 à 1994, pour laquelle plusieurs questions restent posées. Quelle est son origine? Quels sont les enjeux nationaux, régionaux et internationaux de la guerre du FPR de 1990? Comment cette guerre a-t-elle été menée? Quelles ont été ses conséquences sur le plan social et politique? Qui ont été les acteurs dans le contexte politico-militaire entre 1990 et 1994? Quelles ont été les stratégies de ces acteurs? Quelles ont été les conséquences de la guerre? Comment le génocide rwandais de 1994 a-t-il été perpétré et qui en sont les responsables au plan national et international? Dans un témoignage analytique, l'auteur de cet ouvrage recourt aux faits et s'appuie sur les documents, dont plusieurs restent encore inédits, pour apporter des éléments de réponse à ces différentes interrogations. Son analyse suit de près une chronologie logique des principaux événements qui ont façonné le processus politique au Rwanda, de l'attaque du FPR le 1er octobre 1990 à la dérive génocidaire consécutive à l'assassinat du président Juvenal Habyarimana le 6 avril 1994. Cet ouvrage apporte un éclairage nouveau sur l'histoire rwandaise récente. Jean-Jacques, maintenant, nous allons commencer et je vous passe la parole. Parce qu'en fait, là, ici, dans ce livre, avant d'ouvrir, de l'ouvrir même, on voit sur la quatrième couverture et on voit les questions clés que beaucoup de gens se posent sur le Rwanda, sur l'histoire récente de notre pays. Surtout que l'auteur a été ministre de la Défense pendant les années de la guerre. Dans la période de 90-94, bien sûr, il n'a pas été tout le temps, il n'a pas été tout le temps le ministre de la Défense, mais en tant que quelqu'un qui a occupé ces fonctions, ça attise la curiosité. De quoi est-ce qu'il veut nous parler? Bon, donc, merci beaucoup, Chaste. En principe, j'ai lu ce livre qui m'intéressait vraiment à l'époque parce que beaucoup de gens me l'avaient recommandé et c'est fascinant dans ce sens que ce dernier, Dr. James Kwizera-Gassana, a décortiqué tous les enjeux qui prévalaient à l'époque, surtout pendant la guerre, comme tu viens de le dire. Ben, il parle beaucoup plus également de ce qu'il avait fait comme ministre de l'Agriculture et de l'Élevage, parce qu'il est d'abord ingénieur forestier de Makerere en Ouganda et puis docteur et en foresterie de l'Université du Venezuela et également du Idaho aux États-Unis, mais beaucoup plus il met l'accent sur comment donc la guerre d'octobre 90 jusqu'en 94 s'est déroulée et comment étaient les acteurs de l'époque, autrement dit les éléments de l'armée du Front patriotique rwandais, côté militaire et côté politique, et également comment se positionner les éléments des forces armées rwandaises de l'époque du temps du président Habyarimana et également les partis politiques qui ont été acceptés. Si ma mémoire est bonne, ça c'était en 90. Et voilà, et puis également comme il a participé aux négociations d'Arusha en Tanzanie et en même temps que aller dans plusieurs missions auprès des Nations Unies et également du Conseil de sécurité de l'ONU. Donc, c'est vraiment un livre clé et qui est donc très référentiel même. Et quand
j'ai essayé de lire et je vois que même les experts, sinon donc les professionnels qui dirigeaient la cour qu'on appelle communément Tribunal international sur le Rwanda d'Arusha, s'est référé sur cet ouvrage pour faire certaines décisions, sinon certains donc directives. Voilà. Donc je ne sais pas si j'ai essayé de brosser et un peu deux mots en quoi consiste ce livre. Oui, bien sûr. Et justement, il pose beaucoup de questions. Il pose plusieurs questions. Et les questions, bien sûr, auxquelles il va essayer de trouver des réponses, d'apporter des réponses dans son livre. Nous n'allons pas aborder toutes ces questions ici, mais il y a une question clé. Par exemple, la première, quelle est l'origine de ce conflit rwandais ou bien de la guerre dont il parle? Ça veut dire la guerre qui commence le 1er octobre 1994 et qui va à s'acheminer jusqu'à 1994. Euh, Quelle a été l'origine de cette guerre et selon notre auteur? Ben, écoutez, ça c'est plus ou moins une question ouverte et question vaste, hein, et tellement que donc au Brossé, et ce il nous a donné comme tentative de réponse prendrait des heures et même des jours et des mois. Mais comme tout le monde le dit, tout le monde le sait, et c'est donc la guerre à ses origines directement dans le conflit rwando-rwandais entre les deux ethnies rwandais partant donc des Tutsis qui ont fui le Rwanda dans les années 59 et en passant par, bien sûr, leur enrôlement, donc sinon leur donc mise dans les positions dans l'armée régulière ougandaise et aussi donc a été sinon exacerbé par les conflits qui prévalaient au Rwanda et aussi la dissension au sein de l'armée intérieure du Rwanda, ce qui a facilité bien sûr et donc l'arrivée au pouvoir du FPR. Et je dirais que c'est plus que ça, mais il martèle beaucoup plus que les enjeux de ce que nous appelons la communauté internationale, à savoir les États-Unis et la Belgique, ont donc une main, donc sinon un pied donc dans cette pâte, dans ce conflit. Bien sûr, l'Ouganda étant le premier acteur qui a facilité et l'entraînement et donc, la préparation du mouvement FPR. Je ne sais pas si c'est de là que tu voudrais que j'essaie d'esquisser un peu l'idée de ça. Justement, oui, ça se comprend que, il ne va pas louper la chance pour exposer les origines lointaines et les origines, sinon directes, je dirais, de cette guerre qui a coûté qui a coûté la vie à beaucoup de Rwandais, et même dont les conséquences sont encore sensibles ou perceptibles dans la région des Grands Lacs. Chacun Rwandais Donc, tant que tu es là, Chaste, hein, oui, à propos donc des vies, sinon des pertes humaines, dans ce livre, à la page 295, et lui, il est en train de dénombrer donc chiffres à l'appui que donc ce génocide rwandais aurait coûté autour de 3 millions. Je dis bien chiffres à l'appui. Alors, donc, pour même commencer, ça c'est à la page, je pense, ça, 185. Là-bas, et il y a un tableau, donc c'est 180, page 185. Là, c'est les victimes des massacres du FPR en préfecture d'Owengeri et de Byumba en février 1993. Et puis là, il nous donne le total de 40 200 personnes qui donc ont été tuées bien avant
le génocide de 94. Est-ce que tu me suis ou nos auditeurs nous suivent, hein? Voilà. Justement, à cette page, attends, je vais essayer de partager cette page. Comme ça, tout le monde peut entendre ou bien peut comprendre la gravité Fais en faire la lecture, c'est ça, tout la à fait. gravité de la situation à ce moment-là. Justement, c'est le tableau dont il parle des victimes des massacres d'IFPR. Et là, c'était dans les préfectures d'Oro, Ngueri et Byumba, en février 1993. Et 80, Chaste, le total n'est pas visible en bas. Je ne sais pas si tu es à mesure de nous présenter. Voilà, c'est ça le total. voilà. 40 000, 200 000 personnes tuées en 1994 par le FPR. Mais mais il y a une question quand même. À chaque lecteur, quand tu vois les 3900, 3500 et 5000, ça pose une question, Jean-Jacques. Parce que normalement, c'est très rare qu'on trouve 5000 top. C'est pas 5011, c'est pas 5012, c'est pas 5002. C'est-à-dire, est-ce que ce ne serait pas des estimations? Ben, tu sais, c'est ce que quand je lis, ben, je lui ai également posé la question, c'est-à-dire les chiffres qu'il présente. Lui, il est docteur, ancien ministre, et il n'a pas donc, c'est pas lui qui a fait les chiffres. C'est donc partant d'une documentation de plusieurs sources, c'est ce qu'il m'a dit, et comme donc les experts comme Garrison et des chercheurs américains. Donc, ce sont des chiffres qui également, ils s'inspirent d'autres et également c'est la CICR. CICR, c'est la Croix-Rouge internationale et d'autres organismes ou organisations qui étaient habilités et qui étaient au Rwanda et qui ont recensé ces chiffres. Donc, Voilà. du coup, pour essayer de comprendre ça, là, on est en février, au mois de février 1993, et bien avant le génocide de 1994. C'est-à-dire, là, on est à un an, à 14 mois pratiquement, 14 mois avant le génocide. Et est-ce que ceci, en lisant que ça, est-ce que ça peut donner l'image de ce qu'on allait attendre, de ce qu'on allait vivre pendant le génocide? Ben, donc, ce que on voit donc que c'est le prélude du génocide. Ben, et puis, tu sais, pour que les massacres s'appellent génocide, ça n'a pas besoin d'être 3 millions, ça n'a pas besoin d'être 40 000, ça peut aussi être donc et 1500. Il suffit seulement que le cible soit une ethnie et qu'il n'y a pas d'autre motivation à l'exception donc de les éliminer comme ethnie. Donc, c'est pour cela que moi, je suis d'accord avec ceux qui disaient que le génocide des Hutus a commencé bien avant le génocide des Rwandais de 94. Ben, c'est ça ma lecture personnellement. Ah oui, oui, effectivement. OK. Bon, retournons sur l'auteur et bien sûr et son parcours, que ce soit académique, politique et professionnel. C'est un homme de calibre important. Et puis, moi, j'aime souligner son passage. Et Son Chaste, passage tu sais que tu m'avais promis également de m'envoyer le lien, donc quand tu auras le temps. Bon, le lien de cette émission, parce qu'il y a des gens qui Ah oui, m'ont oui, 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 ouais, ouais, appelé. c'est vrai. Du coup, moi, j'aime m'attarder sur son passage au ministère de la Défense. Est-ce qu'il en parle dans son livre? Oui, 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 oui. Donc, vraiment, c'est un livre de combien de pages ici? Attends un petit moment. C'est 347 pages, bien sûr, y compris les pages de garde et autres. Et voilà, lui, et il donne une très bonne documentation, à savoir quelle a été la genèse de l'armée rwandaise et également il nous donne des chiffres concernant les proportions des officiers, des hommes de troupes, des officiers d'état-major et de leurs origines, c'est-à-dire par préfecture, pour qu'il n'y ait pas d'illusion que peut-être telle préfecture avait plus que les autres. Donc, avec aussi des tableaux à l'appui
et il documente même le choix de ce qui est devenu le chef d'état-major en la personne de Sabimana Castar de Gracias et également du chef d'état-major de la gendarmerie à la personne de Ndindiliman Augustin et comment même le recrutement de ces derniers a été problématique et en même temps choisi. Donc, il éclaire le tout, même les conflits entre les militaires au sein de l'armée de l'époque gouvernementale rwandaise dirigée par feu général-major Habyarimana. Vraiment, il en donne pas mal de détails. Par exemple, ici, en vous montrant ce tableau s'intitule Tableau 3, composition de l'armée rwandaise par origine régionale des militaires. Et puis nous sommes en train de voir que, preuve à l'appui, au niveau des sous-officiers et caporaux et soldats, et la préfecture de Gisenyi battait le record et suivi de la préfecture de Ruhengeri. Et parmi les officiers, et je vois que donc les officiers, c'est pareil. Gisenyi donc vient en tête, Ruhengeri en second. Et puis, il y a donc la distribution d'ailleurs. Ça, c'est aussi donc ce que je vois dans le livre. Voilà. C'était pour répondre à la question que tu venais de poser. Voilà. Merci beaucoup. Bien avant, en 1994, euh, Oui. docteur James Kwizera Gassana, pendant le génocide, il n'était plus au pays. Est-ce qu'il a parlé dans son livre? Son Mais, départ, son départ et les raisons qui l'ont poussé à partir et ne pas revenir, et ce qui a suivi notamment. bon, en principe, comme moi, je pensais qu'il avait fui, c'est ce que me disait, mais quand je lis, non, c'est parce qu'il a fait donc sa démission de façon légale et légalisée, voilà. Et au niveau donc de son parti politique qui était le MRND et également au sein donc du président Abiyarimana qui était le chef du gouvernement donc à l'époque. Oui, bel et Et bien. là, vous apportez une lumière et c'est très important. C'est un point très important parce que dans l'air ou bien dans l'opinion Des nationale, rumeurs, des rumeurs. Hein. dans les rumeurs, beaucoup de gens croient que James Gassana avait fui suite aux complications ou bien aux difficultés que certains membres de l'armée auraient dû l'infliger. Ben, écoutez, ça aussi, donc ça fait partie des éléments parce il avait ses positions et quand on a parlé, il avait ses positions donc de comment il voyait la vision du pays, de comment quelqu'un qui a dirigé un petit peu l'armée régulière comme ministre de la Défense voyait l'orientation. Ça aussi, je pense que donc ça faisait partie de ça. Mais en somme, il a dû démissionner légalement. Mais ça aussi, c'était parmi certaines motivations. Et je pense que à un certain moment, il voyait que donc sa vie allait être en danger. Et tu étais au Rwanda. Non, toi, tu étais jeune. À l'époque, c'était pas facile, hein? Oui, C'était pas facile. Je vais te donner un exemple, mais ça, c'est mon opinion personnelle. Il y avait oui. donc les partis politiques qui étaient du tandem parti au pouvoir MRND, et il y avait aussi les partis qui étaient donc du tandem MDR. Et puis, ça dépendait aussi des affiliations que les uns avaient avec les autres. Ça pouvait aussi quand même donner des problèmes. Je me souviens que, par exemple, un certain Modiesela Léon a dû fuir parce qu'il avait des dissensions avec le ministre de la Justice à la personne de Bonameka qui voulait en fait donc le mettre en prison. Voilà, je sais par exemple ça. Et ça se parlait à Kigali. Donc il y avait la dynamique à l'époque était tout autre. Certaines personnes même fuyaient le pays
Voilà, c'est comme ça que tu as vu même certains militaires qui ont fui avant que la guerre ne prenne fin. Et j'ai entendu parler qu'il y avait aussi un général qui avait été muté en Allemagne. Imagine-toi, tu es général donc dans une armée régulière, général, et il n'y avait que donc deux généraux, deux venaient de mourir, président Abiyarimana et deux Gracias Sabimana, et notre général était en train de fuir. Alors c'était autre chose. Hein? Bah oui, on dirait, justement, en parlant de la situation, bon, Ouais. je m'excuse, c'est un peu à côté du livre, mais tant qu'on parle de cette situation, justement, je voudrais savoir votre opinion sur ce point, en fait, sur cette situation. Le Rwanda avait été dirigé, Attaqué. le Rwanda a été dirigé longtemps par le général-major Habyarimana Juvenal, Je qui pense a que même... c'est pendant 19 ans, hein? C'est Et ça, oui, pendant 19 ans à peu près. Hein? exactement. Oui, 19 ans ou bien même un peu plus. Un peu plus. Parce que il attends. a pris les rênes, il a pris les rênes en 73 et D'accord. il fit tuer en 1994. C'est 21 ans. Mais de toute façon, il avait été au pouvoir avant. Bon, là, on parle de... C'est 21 ans, 21 ans. Oui, oui, mais avant l'arrivée du multipartisme, il était le président et il était le ministre de la Défense. En tant que militaire, c'est-à-dire que les Rwandais, on était habitués à avoir un ministre de la Défense militaire. Est-ce que vous croyez que, bon, je vois dans les commentaires, il y a quelqu'un qui argue ou qui dit que ça aurait été, Oh, et qui fait ça un a été, argument, oui, c'est oui, ça, oui. oui, et qui dit que ça a été une erreur de nommer un civil au ministère de la Défense pendant que le pays était en guerre. Quel est votre point de vue? Quelle est votre observation? Ah, d'accord. Si c'est sur ce point, je partage l'avis donc de ce monsieur ou de cette madame parce que bon, quand la guerre a commencé, j'étais au Rwanda, je rentrais dans l'enseignement, donc je venais d'arriver à Kigali et je m'apprêtais pour aller en télévision en Belgique. On a été retardé parce que les Belges ne voulaient pas qu'on y aille. Alors, très rapidement, quand le Rwanda a été attaqué le 1er octobre 90, j'étais à Kigali, bien sûr, j'ai été même saisi par les premiers à le savoir, pas parce que j'étais militaire, parce que je travaillais à la radio, on a su ça le matin. Alors, très rapidement, je pense que c'était une erreur monumentale, de un, et d'ouvrir donc le champ au multipartisme. Ça, ce fut une erreur monumentale. Ça, c'est de deux. Et ceci dit, est nommé donc en civil et au ministère de la Défense. Je dirais que d'une façon ou d'une autre, c'était aussi une petite erreur parce que et cela a été dicté par le multipartisme. D'ailleurs, et les partis de l'opposition comme MDR, le PSD et d'autres voulaient ce poste. Alors, le président du MRND, et à l'époque, Abiyarimana, avant que Mathieu Nguyen n'y arrive, ne voulait pas l'entendre de cette oreille, y compris les militaires, parce que c'était encore frais et ce n'était pas encore dans l'entendement, dans la philosophie de l'époque. Et parce que le pays est en guerre, on nomme un civil, le civil doit amener des changements donc qui s'avèrent démocratiques. Par exemple, je dirais que, et nous le savions tous, il y avait des militaires qui avaient des retards de grade. Imagine-toi quelqu'un qui a fait, par exemple, la promotion de Komse Rubuga, lui qui était colonel, l'autre était au grade de commandant. Je parle précisément du cas de commandant ou sinon major Haviginhore. Alors, quelqu'un de l'extérieur, certainement qui n'allait pas donc voir cela de la même manière. Et puis, non seulement ça, il y avait aussi ce que nous appelons des secrets de Polichinelle, pour dire que si le chef d'état-major a été pendant longtemps le colonel C. Rubuga-Roran pendant peut-être aussi 21 ans, il y avait des secrets donc qu'il avait gardés pendant autant d'années. Et donc, ça, je pense que je suis de l'avis de cette personne qui disait que et c'était pas prudent de nommer un civil
au ministère de la Défense et ensuite ouvrir au multipartisme pendant, comment appelle-t-on, pendant la guerre. C'était aussi un mauvais calcul. Mais en faisant cela, je pense que, c'est ce que je pense, et je pense que ça doit être vrai, le président de l'époque, Abiyarimana, voulait montrer au FPR qui n'était pas dictateur, parce qu'on l'accusait d'être dictateur, de fermer donc le multipartisme, comme tout le monde le sait. Donc, des fois, on fait des stratégies, mais ben, ça ne donne pas des résultats escomptés, sinon envisagés. C'est ça ma lecture sur et ce petit volet. D'autres peuvent y mettre leurs avis. Et je ne suis pas donc indispensable pour répondre à cette question. C'est juste comme quelqu'un qui était là-bas et qui suis plus ou moins illuminé donc, au niveau de la science et même les sciences politiques. Voilà. Ah bon, oui, mais merci beaucoup, merci beaucoup. D'après mon analyse, le multipartisme, et moi je partage votre observation, euh, accepter le multipartisme en temps de guerre, ça c'était une erreur fondamentale, c'était une erreur fatale, on va dire. C'était une erreur fatale, mais par contre, d'après mes lectures, j'ai vu que le président Habyarimana, il n'était pas tout à fait d'accord de son gré. Il il était forcé la main notamment par l'Occident et notamment par la France. La France qui venait vous savez, vous vous souvenez de la conférence de la Bolle avec justement le discours qui a tout déclenché, qui a instruit aux pays africains de commencer le multipartisme afin de bénéficier des aides ou de l'aide économique de la part de la France, alors que normalement, même si cette proposition aller dans un bon sens dans d'autres pays africains. Pour le Rwanda, ce n'était pas le cas parce que notre situation était tout à fait différente. Accepter le multipartisme en temps de guerre, là, je suis d'accord avec toi, c'était vraiment une erreur fondamentale. Ben, c'était quand même l'épidémie sur le continent africain, comme tu viens de le dire, passa par la conférence de la Bolle, parce que ça a fait que ce que nous avons appelé en Afrique les conférences donc nationales, à savoir, c'est ça qui a donc facilité le départ de Mobutu. Il y a eu la conférence nationale au Bénin pour que Kérékou reste, mais il a failli aussi partir. Il y a eu également la conférence nationale au Togo, la conférence nationale partout. Donc, c'était plus ou moins difficile à échapper. Mais concernant le Rwanda, il fallait d'abord tacler la guerre, combattre contre l'ennemi avant de s'ouvrir au multipartisme, surtout qu'il y avait d'autres conflits internes au Rwanda, à savoir le problème régional Kiganduga, que Dr. James Sigassana aussi a étayé dans son livre ici. Alors, Merci. partant de... Voilà. Merci. Je voudrais qu'on parle d'un sujet. Et Ouais. je pense, ou bien sûr, tu vas nous dire s'il en parle dans son livre. Chaque fois, nous avons un problème qui restait non résolu, et le problème de l'avion qui transportait le président de la République, qui fut abattu le 6 avril 1994. Les enquêtes ont été menées et il n'y a pas eu de poursuite jusque-là. Jusqu'ici, récemment, il y a eu un non-lieu en France. Et d'après ce qu'on annonce, c'est que même les missiles qui ont abattu l'avion, euh, pouvaient même provenir de l'armée rwandaise, les phares. Est-ce Ouais. que, en tant que ministre de la Défense, Dr. James Gassana en parle dans son livre? Oui, en principe, ben, je vais peut-être dire quelque chose. Moi, au Rwanda, je n'ai jamais salué Docteur James Kizaragassana, jamais. Mais je l'ai vu parce que j'étais en télévision, à la télévision. Je le voyais en tant que ministre, d'ailleurs, et comme il était, le ministère de la Défense était
proche de l'école supérieure militaire. Des fois, il passait à côté de la radio et la télévision, les deux radios et télévisions rwandaises. On le voyait. Et puis, quand il y avait des inaugurations des ministres, il était là, j'étais là. Mais comment est-ce que j'ai eu son livre? C'est parce que j'ai envoyé mon livre que j'ai écrit aux différents autorités académiques, dont notamment lui, et c'est comme ça qu'on a été en contact. Et alors, quand il m'a envoyé son livre, je pense que je l'ai eu de lui, de ses propres mains, si je ne m'abuse pas ou je ne me souviens plus. Alors, ça m'a beaucoup intéressé parce que à la page 273, c'est là où il explique à propos donc de l'attentat contre l'avion du président Habyarimana. Ça, c'est point 5.2.5. L'attentat contre Habyarimana n'a pas été perpétré par la garde présidentielle. Il y répond d'ailleurs avec la première, avec le titre. Hein. Oui. Parce qu'il y a eu quand même trois hypothèses concernant l'attentat. La première hypothèse, c'était que ça aurait été tué, donc l'avion aurait été descendu par les Belges, et ça a été diffusé par un ambassadeur rwandais qui était à Kinshasa à la personne de Étienne Sengigira, et il avait donné donc des affirmations que lui a donc considère gratuites, et j'abonde donc dans cette idée. Et la deuxième hypothèse, c'était que l'avion aurait abattu par les militaires français dans l'opération Dami et qui agissait donc sous le compte de la CEDER, le parti CEDER, Coalition de la défense rwandaise. Ça aussi, il a réfuté cette hypothèse. La troisième, c'était que donc ça a été abattu par les éléments du FPR. C'est là donc où il met son accent. Et en somme, il a détaillé comment ça pourrait être ceci ou cela. Et je pense que c'est de la page 273 jusqu'à la page, et voilà, 278. Donc, 78. pour lui, donc, ça nul doute, ça a été descendu par les éléments du FPR. Du FPR. Il faut que les gens comprennent parce que c'est Il n'a qu'il... pas mâché les mots là-dessus, hein? Il n'a pas mâché les mots là-dessus. Et ça, c'est bien. Il en parle avec conviction et ça, c'est très important. Je te laisse le champ libre d'ajouter autre chose dont tu pourrais parler. Ah, d'accord. En principe, je profite aussi de l'occasion pour lui transmettre mes condoléances. Et ben, nos deux, parce que demain, c'est le 13 mai et c'est le jour où elle va, part de sa famille bien sûr, et lui, ils vont se souvenir et de sa mère qui a été tuée le 13 mai en 1994 par les éléments du FPR qui étaient chez eux dans Abugarura. Ça, c'est dans la commune d'Omuhura, que je connais très bien la commune, parce que j'ai été là-bas une fois en mission. Et alors, quand j'ai lu dans le livre, cette chère maman a subi une mort très atroce, avec beaucoup de tortures inimaginables, tellement qu'on se pose la question de savoir si vraiment ce Rwanda était vraiment un pays ou une terre des personnes ou des diables. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Merci beaucoup. Et C'est alors, donc, pour gentil. les lecteurs, hein, moi, je recommande ce livre. C'est vraiment bien écrit. Il y a tout ce que les gens aimeraient savoir à propos du conflit rwandais, les accords d'Arusha, et bah, la position donc de deux armées, de deux belligérants, et les politiques et des militaires, et s'égarent aussi et qui ont fait basculer le régime, à savoir colonel Kanyarengwe et Lizinde. Il en parle aussi. Il parle donc de ces acteurs comme militaires comme Biseruka, Murego, Kayenza. Ça, c'est le coup d'État
de Lizinde de 1980. Toi, tu étais encore jeune, moi, je l'ai suivi. Donc, c'est vraiment un livre riche et enrichissant. Merci beaucoup, Jean-Jacques. Et parmi nos téléspectateurs, il y a Kanyamasio il y a Kanyamasio qui nous suit, et puis il y a Isere qui nous ont salués. Il y a aussi Camerouninya qui nous suit. Et Javan Wamongo qui dit Gassana James. Je pense que ce fut une erreur monumentale de nommer cet homme à la tête du ministère de la Défense, alors que la guerre faisait rage. Ça, on vient d'en parler. Et lui d'ajouter, ces chiffres ne ressortent visiblement pas d'un processus de comptage rigoureux. Il ne s'agit que de grossières estimations. Oh, merci beaucoup, Javan. Et puis, il vous demande, Jean-Jacques Bosco, pourriez-vous nous éclairer sur ce que dit M. Gassana au sujet du fameux groupe d'officiers supérieurs dénommé Amasasu? Est-ce que vous avez quelque chose à en dire? Ouais, ouais, donc, comme lui, il était ministre de la Défense, je pense plus ou moins pendant un certain temps. Et bien sûr, il a travaillé avec les entités que nous appelons état-major de l'armée. Il a travaillé avec les militaires de tous bords, ceux qui allaient à Arusha pour les négociations. Et ce groupe Amasasu et certaines personnes qui l'animaient, il a aussi amorcé donc sur ça dans ce livre. Donc, si ce dernier est intéressé à lire ou à se documenter concernant cette question, il n'a qu'à acheter ce livre. Ça s'appelle encore Au Rwanda, du parti État à l'État garnison, James Kwizera Gassana. Et ça a été publié par l'Harmattan. Ça, c'est une édition parisienne de Paris, donc. Et puis, c'est en 2002. Et aussi, il peut te contacter ou me contacter parce que nous sommes les gardiens des livres dans notre festival du livre et on peut l'aider à trouver donc cet ouvrage. Mais sûrement, il peut être assuré que le sujet Amasasu est traité dans le livre. Il y a Isere qui dit bien évidemment que les massacres ont commencé avec le début de la guerre au Mutara, dans les zones occupées par le FPR. Et les rescapés fouillant les localités se regroupent, je crois qu'il voulait dire fuyant les localités, se regrouper au coin comme déplacés. Gustavo qui vient d'arriver, notre ambassadeur, bienvenue dans son programme et merci d'être là. Il y a Parmehutu Kiane aussi qui nous présente ses salutations. Et voilà. Et qui, bien sûr, lui qui doute de l'existence de ce groupe à Massassou. Vous savez, Jean-Jacques, notre histoire est de temps en temps compliquée. On sait qu'il y a eu beaucoup de fabrication. Et c'est avant-hier dont on parlait de l'akazu, du terme akazu, du concept Oui, akazu qui a été fabriqué aussi. Du coup, notre cher Parmehutu, et que je salue en passant, il doute justement de l'existence de la enfin, donc, massage. Chaste, hein, il Oui, faut que quand même souvent on satisfasse à certaines curiosités. C'est oui. pour cela que moi je recommande aux gens de lire beaucoup. Moi, j'ai beaucoup lu comme toi, tellement que donc je possède des informations et souvent que je contredis parce que certaines choses donc ont été écrites. Et quand on était à Kigali à l'époque, Oui. nous recevions des tracts donc qui étaient signés à Massassou et qui parlaient à propos de ce sujet qui était mécontent. Donc, partant même de 1993, quand j'étais à Kigali au Rwanda, donc j'ai vu des tracts signés à l'époque, donc c'est pas fabriqué maintenant. Alors, à dire que peut-être Gassana James aurait fabriqué cela,
Moi, je dirais que moi, j'ai vu des tracts et donc qui étaient signés partout, qui circulaient, qui ne voulaient pas. Mais- Voilà, voilà. Ah oui, oui, justement, non, je ne doute pas de ça. Mais en fait, voyons ce qui pourrait se cacher derrière. On sait que le FPR a manipulé l'opinion, beaucoup. Et peut-être que la Massassou, à moins qu'on nous présente les gens qui se réclament, qui se revendiquent ce titre, qui disaient nous, on faisait partie de Massassou, mais qui dit que ces tracts ne parvenaient pas de l'ennemi? Moi, je vais être honnête. Oui, Quand le FPR a attaqué le Rwanda le 1er octobre 1990, oui, il était méticuleusement préparé. Pourquoi je le dis? C'est parce que le major Zinde, qui était le chef des renseignements rwandais et de 73 en 80, jusque là où il a arrêtez. été mis en prison, arrêté et condamné, patati patata. Lui, en prison, il disait à ses co-détenus que le Rwanda va être attaqué par les Inyenzi et que le président Abiyarimana ne pourra pas les arrêter. Déjà, lui, il savait parce il savait ce qui se planait là-bas. Alors, à dire que on a été attaqué à la surprise, c'est ce que M. Boukeye et je pense Justin Barunga ont révélé. On n'a pas été pris au dépourvu. On savait ça. Alors, toi tu regardes, quand je regarde maintenant comment le FPR a gagné la guerre, on voit qu'ils avaient 1001 stratégies. Alors, les stratégies de division au niveau des partis, les stratégies de sabotage au niveau des éléments de l'armée. C'est pour cela qu'il y a eu défection au sein de l'armée. Ces généraux, soi-disant généraux qui déambulent ici en Occident, qui ont donc déserté de l'armée rwandaise, tout ça. Donc, je pense que d'une part, je suis d'accord avec toi. D'autre part, c'est pas tout ce qui se dit que donc tout a été fait par le FPR parce que, d'après moi, Jean-Jacques Bosco saurait de lui donner donc la force divine. Est-ce que j'ai bien conclu? Ah, merci beaucoup, merci beaucoup. Oui, oui, continuons avec les commentaires de nos amis. Et il y a Isere qui dit malgré nombreux témoignages, nous avons le terrible constat que personne n'en parle alors que des milliers de gens d'Obiumba en premier et Ruhengeri ensuite, les quelques rares rescapés se sentent oubliés. Et je suis totalement d'accord que le multipartisme fit une aubaine au FPR. J'avais dit le major Mathias Avuginore n'est pas de la même promotion que le colonel Laurent Serubuga. Avuginore est de la troisième promotion, alors que Serubuga, lui, est de la deuxième promotion. Merci beaucoup pour cet ajout, ce complément de la part de Java. Parmehutu, il dit c'était absolument une erreur sérieuse et nos ennemis, le FPR, en ont profité. Et puis, il y a Javan qui dit cependant, je reconnais que Mathias Avuginore a connu des retards considérables dans l'avancement en grade. Tous ces promotionnaires en activité étaient des colonels full en 1990 pour dire ils avaient déjà dépassé le grade de lieutenant-colonel. Alors, Jean-Jacques, de clôturer Clôturer, c'est notre ça? émission. Oui, avant de Oui, clôturer notre deux bouclés, émission, oui, deux bouclés, oui. je voudrais poser une question qui va normalement, qui devrait aider nos amis dans les pays voisins. Là, je parle du Burundi et de la République démocratique du Congo. Ce sont des pays qui sont menacés et qui risquent de tomber dans la situation que nous avons vécue dans les années 90, à l'âge de 90 à 1900 à 94. Et là, je parle justement d'un problème qu'on a chaque fois, d'un embarras de choix entre la guerre et le multipartisme, et là, ou bien de la démocratie.
Parce que vous avez d'un côté l'ennemi armé qui vous attaque, et de l'intérieur, vous avez aussi un autre ennemi, bon, l'adversaire politique. Et, et là, vous avez deux combats en fait à mener concomitamment. Et de temps en temps, il devient difficile de faire euh, le choix entre les deux. Comment mener les deux combats en même temps? Là, par exemple, vous avez la République démocratique du Congo qui est menacée par les rebelles de M23 AFC. Et tout le monde le sait qu'ils sont soutenus par le Rwanda. Et aussi, la République démocratique du Congo, c'est un pays qui aspire à la démocratie, où le multipartisme est ouvert. Quel est votre conseil à notre ami, à nos amis congolais? Bon, merci beaucoup. Je pense que personnellement, je dirais que nul ne peut gagner deux fronts et concomitants, donc de façon exhaustive. Ça ne peut pas se faire. Moi, je dirais que les Congolais, nos amis congolais, devaient se référer, sinon emprunter, sinon épouser le modèle des pays du Sahel. Le Niger, le Burkina Faso, et je pense que l'autre pays, c'est qui là? Le Niger, le Burkina Faso, et ils ont découvert que eux, ils peuvent suivre donc le chemin de la guerre, et au Burkina, ils ont réussi à bouter dehors les, comment appelle-t-on, les islamistes Touareg. Et le président burkinabé, Ibrahim Traoré, et donc il a bouté ses ennemis avec éclat et brio. Je pense que c'est le modèle. Alors, donc, et se fourvoyer, sinon s'embourber dans la démocratie, qui n'est qu'un concept bidon, c'est une perte de temps pour les Congolais. Qu'ils fassent une conférence nationale pour voir un autre modèle de diriger leur pays, mais pas dans ce phagocyté de cette zizanie de démocratie où le sud du Congo, ça c'est du côté donc des Kasaï, et le nord des Bandundu et donc Bandundu Équateur, et de l'est, ça c'est les Kivu, les deux Kivu et autres, ils ne pourront pas y arriver. Regarde, ça fait combien de temps que ils s'embourbent dans cette zizanie d'élections de démocratie, et le M23 gagne toujours du terrain. Goma est dans leurs mains. C'est une perte de temps. La communauté internationale, et c'est un concept bidon, je le dis chaque jour. Le gars de la Russie, quand les États-Unis et ces soi-disant NERO, c'est-à-dire NATO, donc le groupe NATO de chez vous en Europe, sur le Autant, vieux continent, autant, autant. l'OTAN, c'est ça. On tentait de saboter Poutine. Mais voilà ce qui s'est passé avec Zelensky. Oui, c'est ça. La démocratie, c'est un concept bidon. Moi, je dirais que toi, tu es démocrate, je sais par concept, parce que tu es politicien, c'est ce que tu milites. Mais pour moi, je dirais que la gouvernance dépend des situations de tout un chacun, de tout un pays. Ça, c'est ma lecture personnellement, surtout en rapport avec nos voisins congolais et même burundais. Moi, je dis que la démocratie doit s'adapter à la situation. Il n'y a pas de formule toute faite pour tout le monde. Et donc, du coup, ce que je respecte, c'est le pouvoir du peuple par le peuple. Et voilà. Et le pouvoir du Enfin, peuple par le en une peuple et pour phrase, le peuple. c'est plutôt la volonté du peuple. La volonté du peuple. Mais il n'y a pas de formule toute faite, il n'y a pas de formule qui convient tout le monde. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter aux situations, quitte à résoudre le problème qui sévit dans le pays, dans chaque nation.
Alors, nous touchons à la fin de notre programme et je te remercie d'être venu et à la prochaine occasion et Oui, on se voit la semaine prochaine. On se voit la semaine prochaine. Et mardi puis, comme ouais, c'est d'habitude. ça, mardi. Et puis, il faut dire à nos auditeurs que toi et moi sommes en train d'élaborer un projet sur l'édition des livres. Donc, ceux qui ont des manuscrits ou qui veulent tenter à faire des manuscrits, donc, n'ont qu'à nous contacter, n'est-ce pas? Merci beaucoup. Alors, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, nous vous remercions d'avoir suivi ce programme et n'oubliez pas de faire votre abonnement, de partager nos émissions et nous vous disons à bientôt. Ciao, ciao.